Thank you. Thank you very much for the opportunity. Hello everybody. Je vais passer en français. So the people that only speak in English, they have to take headphones because this session is going to be in French. C'est donc un vrai plaisir, cette session, toujours sur le thème de l'inclusion économique des femmes. Elle aura plusieurs différences, sans doute. Une des premières différences, c'est d'abord que nous avons parlé en français. C'est la seule session, a priori, qui se tient en français. Et je crois que chez certains des speakers, c'est quelque chose d'assez important. Et donc, du coup, on aura forcément cette ouverture et cette inclinaison sur le monde francophone. La deuxième chose, c'est que parmi les intervenants, on a la parité parfaite. Je pense que c'est un beau symbole d'avoir justement deux hommes et deux femmes qui vont témoigner aujourd'hui. Et puis, on a aussi cette ouverture vers le sud, vers l'Afrique, avec la volonté d'apporter une vision peut-être un peu différente sur les sujets de l'inclusion économique des femmes. Donc je m'appelle Frédéric Maury, je suis directeur éditorial au groupe Jeune Afrique et je vais vous présenter mes speakers en commençant par Soham El Wardini, qui est donc la maire de Dakar, Augustin Thiam, qui est gouverneur du district de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, Michèle Saban, qui est présidente de l'ONG R20, et Jérôme Chartier, qui est premier vice-président à la région Île-de-France. Merci à vous quatre d'être là parmi nous aujourd'hui. Donc la première question, c'est finalement sur le monde francophone. Pour vous, Soham El Wardini, vous êtes maire d'une grande ville africaine, vous êtes donc maire de Dakar, et j'aimerais que vous témoigniez un petit peu de la place des femmes au Sénégal et puis peut-être en Afrique subsaharienne de manière plus large, à la fois dans le monde politique et aussi dans l'entrepreneuriat et dans le monde économique. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord saluer toute l'assistance, vous saluer vous aussi et vous remercier pour l'invitation faite. Parler des femmes, je suis très fière de le faire parce que en Afrique, les femmes, je peux dire que les femmes ont le pouvoir. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je suis femme politique et dans nos partis politiques, nous avons des mouvements de femmes. Ces femmes, ce sont elles qui élisent les hommes. Et malheureusement, quand elles élisent ces hommes-là, ensuite, elles sont restées en rate. Et généralement, dans les partis, on vous dit toujours, si vous n'avez pas les moyens de faire votre politique, rangez-vous derrière les hommes. Est-ce que ça, c'est normal? Ce n'est pas normal. Ces femmes qui élisent les hommes, ce sont aussi des femmes qui ont un pouvoir économique très, 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 très puissant. Pas autant que dans les pays anglophones, mais en Afrique francophone aussi, parce que je suis de la francophonie, je suis vice-présidente à l'AIMF. C'est pourquoi j'ai préféré parler en français si je ne pouvais pas parler dans ma langue maternelle. Donc ces femmes, elles ont un pouvoir et politique et économique. Vous savez, elles ont d'énormes difficultés pour trouver des financements. Donc l'autonomisation des femmes, c'est une priorité pour le gouvernement du Sénégal, mais aussi c'est une priorité pour les gouvernements locaux, que sont les collectivités territoriales. Nous, au niveau de la ville, j'en parlerai peut-être ultérieurement, mais nous avons une politique pour aider ces femmes-là vraiment à devenir financièrement autonomes. Parce que c'est elles quand même qui tiennent les foyers dans toutes les familles au niveau du Sénégal, et particulièrement à Dakar. Le constat que vous faites, c'est que les femmes dans l'économie sénégalaise ou dans l'économie subsaharienne ont un vrai pouvoir. Elles sont notamment présentes dans l'économie informelle, mais est-ce qu'on peut considérer qu'elles sont quand même présentes dans les instances de décision les plus importantes? Voilà, ce que je voulais dire, c'est que nous avons voté au Sénégal en 2012 la loi sur la parité. Donc, toutes les listes électives, si elles n'ont pas paritaire, elles sont rejetées. Alors, ça a amené beaucoup de changements au niveau de nos collectivités territoriales parce que nous nous trouverons, par exemple, avec la moitié qui sont des femmes. Au niveau de la ville de Dakar, sur les 100 conseillers, il y a 40 femmes. Donc, c'est un vrai pas de géant parce que la mandature précédente, on n'était que 20 femmes. Et là, cette nouvelle législature, nous sommes déjà 40 femmes. Donc, cette loi sur la parité a boosté les femmes, je peux dire. Parce qu'avant, elles n'osaient pas. Elles n'osaient pas parler en public, elles n'osaient pas se présenter, elles n'étaient pas dans ces instances décisives où on prenait toutes les décisions. Là, cette fois-ci, il y a la parité. C'est vrai que nous n'avons pas encore atteint la parité intégrale. Parce que dans les instances de décision, il n'y a pas beaucoup de femmes.
Il n'y en a pas. Elles sont toujours mises de côté, aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau des collectivités territoriales. Nous avons un bureau municipal qui est paritaire. Mais si on regarde dans les commissions et dans le conseil municipal, il n'y a pas autant de femmes que d'hommes dans les postes de décision. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, Augustin Thiam, vous êtes gouverneur de Yamoussoukro, qui est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et en préparant cette émission, vous me disiez que vous étiez évidemment un fervent défenseur de l'inclusion des femmes, notamment de l'inclusion économique, mais qu'il fallait correctement poser les termes du débat et que les termes du débat, qui étaient parfois les termes du débat en Europe ou aux États-Unis, n'étaient pas les mêmes en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Effectivement, je m'associe au remerciement de Madame le maire de Dakar et j'adhère à tout ce qu'elle a dit au sujet de la parité. La parité est une mesure nécessaire, mais à mon sens pas suffisante. La parité a fait ses preuves dans le domaine politique, mais permettez-moi de vous citer quelques chiffres qui vont vous montrer que la situation est vécue de manière différente suivant le pays dont vous parlez. En Côte d'Ivoire, le taux de scolarisation masculine est de 53% donc masculine 53%, et le taux de scolarisation féminine est de 32%. C'est quelque chose, c'est très important à mon sens. Le problème, c'est pas, je pense, simplement la parité, mais en tant que décideur politique, quel est le parcours d'excellence que je veux mettre à la disposition des femmes pour leur permettre d'avoir vraiment le pouvoir, et pas seulement dans le secteur, comme c'est le sujet cette fois-ci, des appels d'offres, ou pas seulement dans le secteur des entrepreneuses. Je voudrais qu'elles aient le pouvoir le plus largement possible, parce que, à mon sens, ne pas vouloir inclure les femmes dans les processus de développement, c'est comme si on voulait ne fonctionner qu'avec 50% de son cerveau. Je ne peux pas adhérer à ça. Je soutiens tous les mouvements d'égalité entre les hommes et les femmes, mais il y a une autre particularité aussi dont il faut tenir compte. L'homme africain est très souvent partagé entre deux cultures qui peuvent paraître antagonistes. Dans la culture traditionnelle africaine, la femme a sa place, mais elle n'est pas l'égale de l'homme. Et dans la culture occidentale, la femme est l'égale de l'homme. Et le décideur africain est souvent partagé entre ces deux positions qui peuvent paraître antagonistes. Et pour la petite histoire, quand un homme africain, dans un contexte social africain, donne l'impression de trop consulter sa femme, on lui dit souvent « c'est elle qui porte le pantalon ». Donc, il y a une pression sociale aussi qui s'exerce sur nous, mais je dois avouer qu'en ce qui me concerne, je n'ai aucun problème personnel vis-à-vis de l'égalité ou de la parité. Ça ne me pose aucun problème qu'une dame soit ministre de la Défense, présidente de la République. Je peux même dire que je pense qu'elles sont plus intelligentes que nous. Monsieur Thiam, en préparant ce panel, vous me disiez aussi que finalement ce sujet de l'inclusion économique des femmes, qui était un sujet majeur désormais en Occident, à la fois dans le monde politique et dans le monde économique, était un sujet qui restait secondaire pour vos administrés et que ça n'était pas la priorité que vous aviez en tant que gouverneur. Oui, parce que vous savez, il y a des pans entiers de notre économie qui sont aux mains des femmes. Par exemple, chez nous, on appelle le secteur vivrier tout ce qui concerne les légumes que vous vendez ici en Europe. Il est aux mains des femmes. Et je crois que plutôt que de me focaliser sur les femmes entrepreneuses, il est de mon devoir d'encadrer ces femmes, de les aider à sortir de l'informel pour entrer dans le formel, de leur donner une meilleure formation en termes de gestion commerciale, économique de leurs entreprises. Si on veut parler de parité, la situation est un peu complexe encore dans mon pays. Je veux me permettre encore quelques chiffres. Sur une Assemblée nationale de 255 députés, il y a 29 femmes. Sur un gouvernement de 49 ministres et secrétaires d'État, il y a 8 femmes. Sur un Sénat de 90 membres, il y a 19 femmes. Donc, je pense qu'il y a un effort à fournir à ce niveau-là. Et il faudrait étendre l'inclusion des femmes à d'autres domaines que
le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors merci beaucoup, mais en bonhomme politique, vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question, mais sauf que moi, je n'ai pas oublié ma question. Ma question était, est-ce que c'est un sujet important pour vos administrés? C'est-à-dire que, est-ce que les gens qui votent en Côte d'Ivoire portent ce sujet de l'inclusion féminine comme un sujet important? Oui, ils le trouvent important. Ils le trouvent important et c'est pas tellement le pouvoir politique qu'elles recherchent. Et j'ai cru comprendre que les femmes de Côte d'Ivoire veulent l'égalité, mais veulent en même temps aussi le maintien de la différence entre les hommes et les femmes. Et leur émancipation, elles la réclament, elles la revendiquent, et elles nous poussent à le leur offrir. Merci beaucoup. Alors, Madame Saban, vous, votre point de vue, c'est que l'inclusion économique des femmes a un impact qui est bien plus large que le seul sujet économique et que ça a un impact qui est à la fois sociétal, culturel et que c'est donc un puissant vecteur de changement dans les pays de la francophonie. Moi, pour prolonger les réponses de Monsieur le gouverneur, je dirais que nous assistons à une révolution tranquille menée par les femmes. Bien sûr, le pouvoir politique est important et Madame la maire l'a rappelé. Et si on veut être dans l'action et dans la réalisation de ces projets, il faut être dans le monde politique pour pouvoir mener à bien ces projets et être visionnaire pour sa ville, pour sa région, pour son pays. Ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, et vous l'avez bien mentionné, Monsieur le gouverneur, c'est que je définirais ça par les 3 E. Les femmes, elles veulent s'impliquer dans le pouvoir économique. Elles veulent s'impliquer dans le pouvoir écologique par l'environnement, mais elles ont un besoin d'éducation. C'est mon 3e E. Et je crois que c'est le point fort de ce que nous devons tous ensemble mener, c'est former, éduquer. Je vais reprendre une formule que j'ai entendue dans une conférence il n'y a pas très longtemps. Quand une femme met au monde un garçon, elle en fait un homme. Quand elle met au monde une fille, elle crée un peuple. Je crois qu'à partir de là, ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui, et moi je suis beaucoup en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire aujourd'hui, puisque nous avons un projet d'agroforesterie assez important dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Odiéné, et demain à Mayo. Mais c'est bien de lancer des projets, mais il faut accompagner ça par de la formation et de l'éducation. Aujourd'hui, vous avez un projet qui a été lancé par le roi du Maroc et qui s'étend à toute l'Afrique. C'est sur la question des enfants dans les rues. Et Madame la maire de Dakar, nous avons signé ensemble au Burkina Faso, à Ouaga, il n'y a pas très longtemps, avec les 3000 maires africains, pour lancer ce programme. Mais vous ne pourriez rien faire, excusez-moi, c'est compliqué, si vous n'éduquez pas, vous ne formez pas les mères, MERES. Parce que c'est par elles que la transmission se fera. Et c'est par elles qu'on arrivera peut-être à diminuer ce fléau des enfants des rues, qui est, on parle de l'Afrique aujourd'hui, mais c'est aussi un fléau important, même en Europe, et prenons-y garde. Donc voilà, moi je pense que les 3 E que je défends doivent être symboles, je dirais, d'une avancée pour une révolution tranquille. Mais je pense que c'est hommes et femmes, et non pas femmes contre les hommes. Bien au contraire, que les choses pourront se faire. Merci beaucoup. Monsieur Chartier, alors pour parler un peu du monde francophone, pour vous le monde francophone est un accélérateur ou est-ce qu'il participe à l'accélération de l'inclusion économique des femmes? Je voudrais d'abord saluer Madame Elouardini, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont mères de capitale en Afrique. Et donc au fond c'est assez formidable de l'avoir à notre table, d'avoir quelqu'un qui en quelque sorte, est exemplaire au titre de l'engagement des femmes dans la société politique en Afrique. Et je dis ça parce que je crois beaucoup au poids et à l'impact de l'exemplarité pour que, en Afrique comme ailleurs, dans le monde francophone d'une façon générale, la place des femmes, que ce soit dans le monde politique, dans le monde économique,
puisse vraiment performer au niveau où chacun peut l'attendre. Moi, je crois que la francophonie est un accélérateur. Je le crois à plusieurs dimensions. D'abord, chacun a sa vision du monde, je vous livre les miennes dans quelques instants. Entre un bloc mandarin extrêmement puissant et un bloc anglo-saxon tout aussi puissant, les États vont chercher, pour celles et ceux qui ne veulent pas être alignés, une troisième voie, et la voie de la francophonie peut être cette troisième voie. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'avoir une table francophone au Women's Forum à Paris, parce que c'est simplement affirmer le fait que le français, la langue française, qui aujourd'hui fait que 84 États sont adhérents de l'Organisation internationale de la francophonie, peut porter un message qui est différent du message porté par le monde mandarin et par le monde anglo-saxon. Et ce message-là est aussi un message de l'exemplarité de la place de la femme dans la société, parce que énormément d'États francophones aujourd'hui pratiquent une avancée en termes de place de la femme dans les différents domaines d'activité qui sont ceux d'un État, d'une nation. Et je pense, à l'instar de la maire de Dakar, à l'instar d'autres personnes qui ont pris des responsabilités dans la société politique, je pense qu'il peut y avoir un mouvement spécifique au titre de la francophonie. Et puis simplement, aujourd'hui, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et aujourd'hui qui a une place éminente dans la francophonie. Je crois aussi que, là aussi, c'est un exemple qu'il convient de souligner, à travers son action, à travers ce qu'elle veut faire au titre de la place des femmes dans les différents États francophones, eh bien, il y a peut-être une dominante sur laquelle la francophonie peut agir, et particulièrement toutes celles et tous ceux qui croient en la francophonie. Merci beaucoup. Alors, pour illustrer un petit peu tout ça de manière un peu plus concrète et montrer que finalement, dans le monde francophone, il y a aussi un travail en commun entre les gouvernements, alors peut-être entre les entreprises, mais là, ici, on est plutôt... vous représentez des institutions. Donc, je vais vous demander de nous montrer des cas concrets, finalement, de travail en commun à l'intérieur du monde francophone pour l'inclusion économique des femmes. Madame Wardini, vous voulez commencer ? Merci. Je vais saluer donc ma collègue maire, chère Anne Hidalgo, qui travaille beaucoup avec Dakar et qui nous soutient dans toutes les actions que nous avons à faire dans nos collectivités. Aider les femmes à s'autonomiser, c'est notre priorité, je l'ai déjà dit. C'est pourquoi, au niveau, je vais vous donner l'exemple de la ville de Dakar, où nous avons eu à faire des programmes pour les femmes. Nous avons eu plusieurs programmes pour les familles en position d'extrême pauvreté. Nous avons créé une ligne budgétaire où on leur prêtait des petites sommes, mais qu'elles remboursaient, une sorte de prêt revolving. Au niveau de la formation aussi, nous avons créé un incubateur où des jeunes femmes et même des jeunes hommes sont intégrés par sélection. Et ça, c'est l'AIMF qui nous a aidés avec la couveuse de Marseille, Interface, plus la ville de Dakar. Donc, ces trois institutions nous ont aidés donc à mettre en place cette couveuse, comme on appelle cette couveuse d'entreprise, qui nous a aidés à former. Parce qu'on avait remarqué que toutes les entreprises tombaient au bout de 6 mois, 1 an maximum, ça disparaissait. Alors nous nous sommes dit que ces jeunes personnes, ces jeunes femmes, il va falloir les former pendant 1 an dans la couveuse, les accompagner, les aider à partir d'une idée de projet à créer une entreprise. Donc nous avons déjà sorti une cohorte de 40 personnes et nous les avons accompagnées. Et ça, c'est l'AIMF qui nous a aidés, plus l'École des entrepreneurs du Québec. Donc, avec ces deux institutions et la ville de Dakar, nous avons pu financer beaucoup de femmes et de jeunes hommes à créer leur propre entreprise. Donc, nous sommes donc dans cette dynamique et c'est ce que nous essayons de faire au niveau des 19 communes qui sont dans Dakar. Nous essayons de regrouper toutes les femmes parce que l'informel, c'est le métier le plus en vue à Dakar. Les emplois salariés sont devenus presque inexistants parce que les entreprises tombent, l'État ne recrute pas assez. Donc, les femmes préfèrent
devenir des entrepreneurs. Elles osent maintenant entreprendre. Et ce qui fait que nous, collectivités territoriales, nous accompagnons ces femmes pour avoir des activités régénératrices de revenus. Nous avons en plus de ça aussi, dans le domaine de l'agriculture urbaine, nous avons eu une coopération avec la ville de Milan où nous avons créé des micro-jardins, ce qui fait qu'elles peuvent avoir des activités génératrices de revenus, mais aussi une alimentation saine. Nous avons pu créer beaucoup de micro-jardins dans Dakar où des femmes et des jeunes, et même des personnes du 3e âge, travaillent et arrivent à se nourrir avec une alimentation saine, mais aussi à avoir des sources de revenus. Merci beaucoup. Juste sur le sujet des prêts, parce que vous en avez parlé au début, une des problématiques de l'entrepreneuriat féminin en Afrique, c'est que les financements sont assez difficiles à avoir et surtout extrêmement coûteux. Très cher. Et là, récemment, je l'ai dit, le chef de l'État même l'a dénoncé, parce que quand on leur prête de l'argent, c'est à des taux très, très élevés. Ce qui fait, nous avons ce qu'on appelle au niveau de la ville le Fonds de développement municipal, qui est une institution financière qui arrive à lever des fonds, et c'est avec ces fonds qu'elle finance les femmes, une sorte de prêt de revolving qu'elle rembourse pour que les autres puissent aussi bénéficier de ces prêts. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Thiam, tout à l'heure, vous avez insisté, comme Madame Saban, d'ailleurs, sur l'importance de l'éducation comme un prérequis à l'inclusion économique des femmes. Donc, pour illustrer ça de manière concrète, vous allez nous parler d'un projet de création d'institutions éducatives spécifiques pour les femmes, je crois, en collaboration avec d'autres parties du monde francophone. Oui, tout à fait ça. Nous travaillons sur un projet sur un collège-lycée destiné aux jeunes filles, qui aura 2000 élèves. Et nous en avons parlé avec la région Île-de-France, qui semble intéressée par le projet. Et je parlais tout à l'heure de critères d'excellence. C'est de parcours d'excellence, si vous voulez. C'est ce type de parcours d'excellence que nous voulons montrer en Côte d'Ivoire. Parce que très souvent, quand nos jeunes filles arrivent... D'abord, j'ai parlé de taux de scolarisation tout à l'heure. Certains parents ne scolarisent même pas leurs filles. Ils préfèrent scolariser leurs garçons. Nous avons ce problème-là en Afrique. Et il n'y a pas sur les territoires dans nos pays de structures scolaires spécifiquement dédiées aux femmes avec des internats qui leur donnent une instruction de valeur. Et nous voulons créer ce type d'institution dans le district de Yamoussoukro en collaboration avec la région Île-de-France et d'autres partenaires que nous avons déjà identifiés, et le projet est en très bonne voie. Est-ce que ce type d'institution existe ailleurs en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région ? Il y en a déjà quelques-unes en Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro même, il y en a un qui s'appelle le lycée Mami Adjoa. Le gouvernement a pris la décision d'en ouvrir quelques autres à l'intérieur du pays, mais le district de Yamoussoukro veut faire aussi son propre collège. Et en termes de décentralisation, la Côte d'Ivoire est divisée en 31 régions et en 2 districts. Et nous souhaitons que le collège-lycée que nous voulons construire serve de modèle et puisse être repliqué à l'intérieur du pays, dans les autres régions et dans les autres districts. Merci beaucoup. Alors, Madame Saban et Monsieur Chartier, je crois aussi que vous avez des témoignages à faire sur des initiatives qui sont menées dans le monde francophone, et notamment vers les pays du Sud. Alors moi, c'est une initiative... I'm sorry, can I hold that thought? We're going to have to interrupt the session, so we won't end it now. We're just going to interrupt. Minister Le Maire is going to come on stage, have a fireside chat, and then you can conclude the panel. On peut conclure? Is that okay? After the fireside chat. Après la session. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, I'm sorry for this unexpected interruption, but we've run a bit behind schedule, so we're going to maximize the presence of Minister Le Maire, who's gave us a great pleasure to join us. The session is on the topic of women economic empowerment, the role of business, the role of governments, the role of individuals. And to start this session, it's a great pleasure to have Karen So, who is anchor of CNBC, who is going to have a fireside chat with Minister Le Maire, which will then be followed by a full panel after a panel here is completed. Thank you very much. Please join me in welcoming Bruno Le Maire and Karen So. Thanks.
Ah non, non, non. Ils vont saluer, je crois. Ils vont vous saluer. That's nice. Minister, welcome back to Women's Forum. Thank you, and good evening to everybody. Now, over the years here at this forum, we've spoken about the importance of a strong economy to women. So I want to start on the French economy, if I may. First up, France is outperforming Germany. Who would have thought the growth rate in the third quarter, 0.3% versus just 0.1% in Germany? And some oddities here. It was investment that drove France, consumption that drove Germany. How would you describe the state of the French economy? I would describe it as solid and strong. That's the first time in our recent history where we have a level of growth, 1.4, which is above the level of growth of Germany. So I hope that Germany will make better. Yes, yes, yeah, wonderful. So I hope that results will change, not for France, but for Germany, because we, of course, need to have a high level of growth, both in France, Germany, and the whole Eurozone. But I think that the key challenge for all of us, for all the European countries, is to have a stronger level of growth in the Eurozone. We cannot be satisfied with the current level of growth in the Eurozone, around 1%. That's not enough for our competitiveness, for the creation of jobs, and for the prosperity of the European citizen. Let's talk about those triggers for growth then. Christine Lagarde, in her new role as the head of the ECB, will be speaking on Friday. Already there's discord over negative rates. The loudest voice in support of negative rates seems to be President Trump, but he's not on the ECB Governing Council at this point. So as we talk about whether there's more room for negative rates, but also the trade-off towards fiscal stimulus, what do you think happens from here? Do we go lower on negative rates, or is it time for the Germans to step up with some fiscal stimulus? First of all, I would like to make two remarks. The first one is that Christine Lagarde is great, and she will be a great president of the ECB. And not only because she's a woman, but because she has all the skills to be a great president of the ECB. My second remark is just to say that it's better that Donald Trump is not a member of the board of the ECB. I'm not sure it would be the best situation for the ECB. Then when we are looking at the current situation, we must be aware that we are at the end of the efficiency of the monetary policy as such. I think that Mario Draghi has really made huge efforts and has been really successful in introducing the quantitative easing and in having a very voluntary monetary policy. But clearly, that's not enough anymore. And we need more fiscal stimulus. If we want to have the necessary funding for innovation, for new technologies, for infrastructures, we need now, and right now, to have a fiscal stimulus by all the countries which do have the necessary fiscal space. I mean, Germany, the Netherlands, many European countries do have the fiscal space to invest more. So we are asking them to make an effort and to spend more money for the sake of having more growth and more prosperity. It probably hasn't escaped anyone's notice that there's a trade war that has been waged currently, but many people might be confused as to where we're at on this trade war between the United States and China. Do you have any intel? Do you think it will be solved soon? I don't think that this war will be solved as a whole in the near future. Maybe there might be a slight agreement, a limited agreement between the United States and China, and I hope it will be the case. I'm discussing very often with my American counterpart about that, and I hope that there will be trade agreement, even if it is a limited one, between Washington and Beijing for the sake of avoiding a trade war which would benefit to nobody, because my deep conviction from the very beginning is that a trade war is clearly bad news for everybody.
not only for Europe, not only for China, but also for the United States. You cannot build more prosperity and more growth on the basis of a trade war between the two superpowers in the world. I hope also that there won't be a trade war between the United States and Europe. Being hit by American sanctions, like it is the case now for France, for the vineyards, for instance, is clearly not good news for the quality of the relationship between the United States and Europe, and especially France. Minister, there's a lot of uncertainty for businesses around a trade war, but investors have benefited as they've been supported by central bank action. And you've seen that very much in the stock market action. You've had a very busy day with an IPO around the French lottery today and some success pricing this offering at the top end of the range, which is very unusual if you think about WeWork, the failure of a tech company to even come to market. You've been pricing an asset at the top end of the range. What are your expectations for the listing now tomorrow, and what does it mean for further IPOs of government assets? You know, when we decided with Emmanuel Macron to launch these IPO, there has been a lot of doubt, skepticism, and criticism against that decision. I strongly believe that this decision is a fair and efficient one for the French economy. Because thanks to the success of this IPO, you will be able to fund research for disruptive technologies. You will be able to fund innovation. And I clearly think that the role of the state is not to be part of the French lottery. That's not the role of the French state anymore. Our role is to invest for the future of young people in innovation and in new technologies. And that's why I'm so happy that this IPO has been such a success. You have more than 11 billion euros of sellings through that IPO. We have been obliged to set the price of this IPO at the highest level, 19.9 euros for the official investors and 19.5 euros for the private investors, which means that you have a huge success. You have 500,000 of private investors interested by this IPO. So clearly that's a popular success, and that's very good news, first of all, for the French people, for the company itself, and for the marketplace of Paris. And further IPOs? Further IPOs, there are a couple more assets, ADP Any and further Engie. IPOs? You know that we are allowed through the PACT law to introduce new IPOs for Aéroport de Paris and for Engie, but let's wait till the end of this French lottery IPO, and then we will see what will be the new decisions. Let's touch directly on women and some of the big initiatives for the French government. So you've put a record number of women in French Parliament. You've given them a voice in politics. Around half of the cabinet is made up of women. Progressive laws to enforce pay parity, also forcing more women into top jobs in the C-suite. That said, there's still a few issues when it comes to having equality in executive positions. What's next? What challenges do you see for the government? I think that we have done a lot with Emmanuel Macron, with the Prime Minister, with the whole government to fight for gender equality. But clearly, that's not enough. And we can do more, we can do better. And all the advices that you can give to us, all the criticism are much welcome, because we have to do more and we have to do better. Because looking at the roots of this fight for gender equality, I think there are two main reasons why we are so much involved in the fight against gender inequality. The first root is the question of fairness. It is unacceptable to see those gender inequalities still existing in 2019. The average difference for the wages, for instance, remains at the level of 10% between men and women. Who can accept in 2019, in such a developed country like France, to have such an important difference for the wages, 10% between men and women? Access to financing remains a key problem and a key issue for women in France.
When you want to be an entrepreneur, when you have a project, you are going to the bank and asking for financing, and you are explaining that you have a project and you are a woman. And sometimes banks are responding, well, is this your project or the project of your husband? This is totally unacceptable. We're out of time, but I want to ask you very quickly about your initiatives at the G7 level, because you've had some success in bringing the French initiatives to other countries. So just talk us through that quickly and what you're aiming for in the next couple of months. I think that one of the key points is, first of all, the top jobs. We need clearly to have stronger results for access to the top jobs for women. We still have a problem with training. When you are looking at the girls that are going to the jobs like engineers or scientists, you don't have the number of women we are expecting. So we want to fight against that inequality. That's a key issue. And access to financing will be also one of the key lines we will support in the very next month with Marlène Schiappa. We are in the process of thinking about a new law that might be passed at the beginning of next year to address those issues. Access to financing, access to top jobs for women, access to training like scientists and engineers, because we want women to run France in the very next future. And I think we'll all applaud to that. Minister, thank you so much for your time. Bruno Le Maire, French Finance Minister. Merci. Merci beaucoup à Monsieur le ministre. Madame Saban, merci de votre gentillesse déjà d'avoir accepté d'être interrompue. Donc on était en train dans cet espace francophone du coup, parce qu'on revient à la francophonie, en train d'essayer d'expliquer quels étaient les projets concrets qui étaient menés. Alors j'aurais voulu que Monsieur le ministre reste quelques secondes d'ailleurs pour le remercier. Parce que dans le cadre du sommet qui se prépare à Bordeaux, le sommet Afrique-France au mois de juin, nous avons, avec le groupe ADO, participé à un projet dans le cadre du FASEP, qui est un fonds dédié à des projets en Afrique, sur une maison abordable et durable. Et c'est en Côte d'Ivoire que nous allons poser cette maison, puisque le projet se tient en Côte d'Ivoire, sur 4 communes. À Bobo, Koumassi, que j'oublie pas parce que Mayo, j'ai oublié la 4e, ça va me revenir. L'objet de ce projet, c'est de faire en sorte d'avoir une pièce supplémentaire dédiée aux femmes. Parce que comme l'a expliqué monsieur le gouverneur tout à l'heure, elles sont plutôt dans l'agroforesterie, dans l'agriculture, pour pouvoir revendre leurs produits. Donc nous allons faire en sorte de former des femmes à la gestion d'un compte en banque, la gestion d'un stock, faire en sorte que ce commerce vive pour qu'elles puissent, elles, en profiter déjà, et puis en former d'autres pour plus tard. Ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Et la France est au cœur de ce projet. Et j'aurais voulu remercier Monsieur le ministre, parce que c'est Bercy qui a lancé cette opération. Il y a eu 21 projets retenus en Afrique, dont celui-ci. Par ailleurs, en complémentarité, puisque vous nous avez parlé de cette école, ce collège, ce lycée d'excellence, je suis toujours sur mes enfants des rues. Et dans les enfants des rues, il y a beaucoup de jeunes filles. Et pour avoir travaillé avec le prix Nobel, le docteur Denis Mukwege, sur la question des filles dans les rues, nous avons décidé de créer les institutrices pour le climat. Aujourd'hui, expliquer le climat dans nos conférences, on arrive à comprendre. Mais aller dans les villages, et Madame la maire, vous n'allez pas me dire le contraire, Monsieur le gouverneur également, aller dans les villages, les enfants ne comprennent pas ce qui se passe. Ils subissent le changement climatique. Nous avons décidé de former des jeunes filles qui sont dans les rues, pour les former à aller donner des cours, expliquer le climat, le changement climatique, l'avancée de toutes ces précarités, cette désertification qui nous envahit et qui envahit l'Afrique parce qu'elle subit le changement climatique, de façon à ce que ces filles, on leur rende un peu de dignité, on leur donne un minimum de salaire. Je suis en liaison avec
l'UNESCO, la Commission européenne, UN Women, pour pouvoir justement réaliser ce projet. Il nous tient à cœur, mais je crois qu'il tient à cœur aux politiques et aussi à la société tout entière. Merci beaucoup, Monsieur Chartier. Également un témoignage sur l'action de la région Île-de-France. Merci. J'écoutais avec attention ce qu'a dit Bruno Le Maire à l'instant, et la journaliste, de façon très juste, lui posant la question « qu'est-ce qu'on peut faire de plus ?» Moi, j'ai envie de donner 2 idées et de partager ma vision. On est quand même à un moment absolument incroyable de l'histoire de l'humanité. Je crois que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais eu 2 révolutions majeures qui ont été initiées au même moment. La révolution de l'intelligence artificielle et la révolution de la place de la femme dans la société. Jamais il y a eu 2 révolutions d'une ampleur de l'échelle de l'humanité qui sont arrivées en même temps. Et je trouve qu'il y a là une histoire assez incroyable qu'on peut raconter. En tout cas, moi, c'est ma vision, c'est ce que j'ai envie de croire. Je pense que l'histoire appartiendra à celles et ceux qui vont s'investir dans la recherche quantique et qui vont réussir à trouver la martingale qui va faire qu'on va changer de dimension dans le développement de l'humanité. Et autant il y avait, pour des raisons de génération qu'on connaît, une génération d'hommes qui ont conduit la recherche sur l'intelligence artificielle, qui ont après détecté le langage, le deep learning, tout ça, tout le monde connaît. Autant je pense que dans les prochaines années, si ce sont les femmes qui portent la recherche sur le quantique, c'est le démarrage d'une nouvelle histoire de l'humanité. Et moi, ce que j'ai envie de croire, la région Île-de-France, pour répondre à votre question, aide aujourd'hui à travers un réseau de start-up francophones à travers le monde qu'on a implanté, qui s'appelle le réseau Sprint. Il y a d'ailleurs quelques femmes qui sont ici, qui viennent de Côte d'Ivoire, qui font partie de ce réseau, qui ont été financées par la région Île-de-France pour qu'elles viennent ici participer à l'écosystème que représente le Women's Forum. Eh bien, si on encourage la recherche portée par les femmes dans le quantique, je pense qu'il y a une histoire. C'est une histoire avec la nouvelle technologie, c'est une histoire avec le monde de demain, c'est une histoire avec l'humanité de demain. Ça, moi, j'ai envie d'y croire, et j'ai envie de croire que c'est la francophonie qui va porter ce nouveau modèle. Merci beaucoup. Alors, avec ce témoignage, on aura on aura bouclé la boucle en allant de l'éducation et des enfants des rues jusqu'à la quantique. Je voulais remercier nos 4 intervenants pour cette parenthèse de francophonie et d'Afrique. Madame El Wardini, maire de Dakar, Monsieur Thiam, gouverneur de Yamoussoukro, Madame Saban, présidente de R20, et Monsieur Chartier, vice-président à la région Île-de-France. Et je vous propose de les applaudir pour les projets dont ils nous ont parlé. Merci beaucoup.